8h35, RMC, BFM TV, notre invité ce matin, Rémi Coffer. Bonjour, Rémi Coffer. Je rappelle que vous êtes historien, que vous êtes écrivain, spécialiste de l'Algérie, professeur à Sciences Po Paris et à l'École de guerre économique, membre du comité éditorial du magazine Historia, spécialiste des services secrets et de renseignement. Nous allons évidemment parler des rapports compliqué entre l'Algérie et la France. Nous allons parler du film Hors-la-loi, mais un mot sur ce qui se passe là-bas, dans le désert du Sahara, au sud du Sahara. Les Français, l'armée française a fait appel aux Américains pour essayer de repérer les otages et leurs ravisseurs. Ça vous paraît essentiel parce que nous ne sommes pas suffisamment équipés pour cela. Nous avons besoin des Américains. On imagine a priori qu'il s'agit de repérage satellite et oui. Du point de vue satellitaire, on est effectivement beaucoup moins équipés, français et européens, que les Américains, bien sûr. Que les Américains. Bien. Cette zone compliquée avec ces ravisseurs qui se revendiquent d'Al-Qaïda, Maghreb islamique. C'est un Algérien d'ailleurs. C'est un Algérien qui serait à la tête de ce... Oui, il semble qu'il serait à la tête du groupe qui aurait enlevé les Français. Bien. Parlons d'Hors-la-loi. Ce film que vous avez vu, Rémi Coffer, et si vous êtes là, c'est parce que vous l'avez vu aussi. Hors-la-loi, petite bande-annonce, si vous le voulez bien. Bon voilà, Hors-la-loi, c'est un film... Alors, vous l'avez vu, d'abord, premier avis, c'est un bon film, un film moyen, un mauvais film? C'est un film, à mon sens, trop contradictoire. C'est-à-dire qu'il a voulu mélanger deux choses. D'une part, raconter l'histoire de la Fédération de France du FLN pendant la guerre d'Algérie, de 1955 à 1961, d'une part. Et d'autre part, le traiter avec tous les codes du film noir. Alors, vous avez les chapeaux comme ça, vous avez des fusillades totalement impensables dans ce cadre-là, un enlèvement d'un haut responsable de la DST qui évidemment n'a jamais eu lieu, avec une discussion dans un hôtel de luxe, enfin que des scènes, si vous voulez, une affaire de transfert d'armes. Que des scènes de fiction, quoi. Que des scènes, d'une part de fiction, mais ça c'est légitime, mais des scènes, si vous voulez, totalement impossibles dans le contexte de l'époque. Alors le choc de ces deux préoccupations, raconter l'histoire de la Fédération de France du FLN d'une part, et la traiter comme selon les codes du film noir, à mon avis, aboutit à un film très très contradictoire. Oui, très contradictoire. Donc, vous le qualifieriez de moyen, c'est ça? Un peu décevant sur le plan historique. Sur le plan historique, alors justement. Alors, il y a eu cette polémique au début, puisque le film commence, je crois, je ne l'ai pas vu moi, Rémi Coffer. Le film commence au moment des émeutes de Sétif, le 8 mai 1945, et la date est très importante. Très importante. Alors, il y a une petite séquence avant, mais effectivement, il y a une séquence qui se déroule presque immédiatement, qui relate ou veut relater ces événements de Sétif. Alors, que s'est-il passé à Sétif le 8 mai 1945 Alors, il ne s'est pas passé seulement à Sétif. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu, à l'occasion de la capitulation allemande, vous avez eu des manifestations organisées par le Parti du peuple algérien, qui était le parti indépendantiste, qui, dans l'Est constantinois, ont pris la forme d'émeutes, c'est-à-dire que les manifestations ont dégénéré en émeutes. Vous avez eu 103 morts européens, et ça a entraîné, dans les jours qui ont suivi, dans la vingtaine de jours qui ont suivi, une répression absolument féroce. On a fait tirer un croiseur, on a fait intervenir la Légion étrangère, les tirailleurs sénégalais, les goumiers marocains, plus des milices de Français d'Algérie rassemblées en hâte, qui ont été particulièrement féroces, et il y a eu au moins 10 000 morts algériens, peut-être 15 000, peut-être même plus. Donc, ça a été quelque chose de marquant. Malheureusement, dans le film, il y a des impératifs de temps au cinéma, mais dans le film, c'est ramassé en quelques minutes, de manière assez inexacte, et ça donne une impression, si vous voulez, l'armée arrive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français ont le mauvais rôle, quoi, dans le film. De manière générale, les Français ont le mauvais rôle, sauf, comme on a un imaginaire de film noir, sauf le bon flic. Vous avez le bon flic sympa, qui comprend le point de vue de l'adversaire, etc. Oui. Les Français ont le mauvais rôle, ça veut dire qu'il y a un engagement militant quand même de la part de Boucharef. D'ailleurs, il ne le cache pas. Je crois qu'il ne le cache pas, en effet. Mais là aussi, je pense que de ce point de vue-là, c'est décevant. Je me demande comment les anciens militants de la Fédération de France du FLN vont prendre ce film.
dans lequel ils sont décrits comme des héros un peu de films policiers, comme des héros de western, qui tirent, le chef de la wilaya, donc la région militaire, si vous voulez, France métropolitaine, la wilaya 7, attaque lui-même un commissariat de police, s'infiltre dans un commissariat de police pour tuer un policier. C'est totalement impensable dans l'organisation FLN, et je pense que les anciens, ça les dessert un peu. Je pense qu'ils vont pas être très contents parce qu'ils sont transformés en espèce de héros de BD. Le film raconte l'histoire du FLN et de son action sur le territoire français. Voilà, c'est ça. C'est ça le sujet même du film. C'est ça le sujet. Mais sur une période 55-61. Est-ce que le FLN a été très actif énormément, sur le territoire français? Énormément, bien sûr. Puisque, bien sûr. Si vous voulez, vous aviez au début à peu près 230 000 travailleurs algériens. 250 000 travailleurs algériens en métropole, dont 130 000 en région parisienne. Donc, vous voyez les proportions. Oui. À la fin, parce que le paradoxe veut qu'à la fin, vous en aviez plus. Vous en aviez 350 000 en 61. Et il y a une lutte féroce qui s'est livrée pour le contrôle de cette population immigrée algérienne en France, pratiquement composée que d'hommes. Entre le FLN et le MNA. Le FLN et un autre parti nationaliste qui a été liquidé. Il y a eu 4000 morts dans cet affrontement. Alors, rapportez ça aux chiffres que je viens de citer. C'était un autre parti nationaliste. En fait, le FLN et le MNA venaient de la même branche, qui est le PPA dont j'ai parlé tout à l'heure. Et alors, cette lutte fratricide, c'est un combat des Atrides, c'est épouvantable. Et décrite là aussi de manière un peu caricaturale, parce que les gens du MNA qui sont les perdants, je sais bien que l'histoire est toujours écrite du point de vue du vainqueur, mais là, sont caricaturés, c'est mauvais musulmans, enfin bon, alors c'est pas vrai du tout. Je crois savoir que les Français sont un peu assimilés aux Allemands. Oui, il y a l'imaginaire de... Alors, à un moment, vous avez une embuscade qui est livrée à un convoi de harkis métropolitains. Alors, il y a eu des affrontements entre... Je vais revenir sur les harkis métropolitains. Il y a eu des affrontements entre les harkis métropolitains et le FLN, mais pas du tout sous la forme d'embuscade type Deuxième Guerre mondiale, résistance maquis. C'était de la guérilla urbaine. Alors, ces harkis métropolitains... qui sont ces harkis métropolitains? C'est le préfet de police de Paris, qui à l'époque était Maurice Papon. Que personne n'a oublié. Et ces harkis étaient des gens venus de régions rurales algériennes qu'on avait transplantés dans l'univers urbain français pour lutter contre le FLN. Dans Historia, on a fait là un numéro sur les harkis et on parle entre autres de ces harkis métropolitains. Ces gens-là étaient efficaces contre le FLN parce qu'ils étaient algériens, ils étaient soit kabyles, soit arabes, ils parlaient la langue, ils savaient reconnaître un type qui a un accent qui n'est pas de la région, etc. Donc il y a une lutte féroce aussi. Mais la lutte la plus féroce, c'est quand même celle entre le FLN et le MNA, qui est encore beaucoup occultée en Algérie à l'heure actuelle. Bon, si j'ai bien compris, les Algériens sont des résistants et les Français des occupants. Bon, c'est la base. Et presque tous des tortionnaires. Et presque tous des tortionnaires. À l'exception du gentil flic, mais qui par ailleurs quand même participe à la liquidation physique de gens du FLN et de la porteuse de valises. Est-ce que vous avez eu un sentiment de culpabilité en sortant, franchement, Rémi Cofer? Je crois que le rôle de l'historien n'est pas de charrier un sentiment de culpabilité, il est d'essayer de dire l'histoire telle qu'elle s'est vraiment passée. Donc, si on commence à écrire, si on commence à rentrer dans des histoires de repentance, la repentance, c'est Vichy. C'est vous avez mal voté, vous n'avez pas été bien, repentez-vous, repentez-vous. Le rôle de l'historien est complètement différent. Alors on va parler de ces rapports compliqués entre la France et l'Algérie et on va parler aussi de ce cinéma français, mais plus largement de cette société française absolument incapable de regarder avec lucidité et avec sérénité son passé. A tout de suite, Rémi Cofer est notre invité, 8h44. Rémi Cofer est notre invité ce matin, historien, écrivain. Rémi Cofer, Rachid Bouchareb, pour son film Hors la loi, dit « Mon film, ce n'est pas de la politique, c'est du cinéma. C'est comme quand Sergio Leone tourne « Il était une fois l'Amérique ». N'exagérons pas, c'est un peu méchant. Oui, c'est un peu méchant. Mais il y a à mon avis, il y a une trop grande empreinte du film noir et des références du film noir, et ça, sur le plan historique, ça colle pas. Bien. Les relations entre la France et l'Algérie, toujours aussi difficiles. Mais comment se fait-il, vous êtes historien, vous travaillez, vous connaissez par cœur l'histoire de ces relations entre la France et l'Algérie, mais comment se fait-il qu'on n'arrive pas à les apaiser, ces relations ? Rémi Cofer, c'est une vaste question. Là, vous me posez la question. Mais non, mais c'est vrai que le cinéma, par exemple, n'arrive pas à nous proposer un film dénué un film impartial, un film dénué de toute
esprit partisan. Et pourtant, vous avez eu des grandes œuvres comme Le Vent des Aurès et de très beaux films sur la guerre d'Algérie. Mais je crois qu'effectivement, la difficulté de ces relations, c'est que du point de vue algérien, il existe une vérité officielle, 1,5 million de martyrs, la lutte était comme ça, précisément on occulte les autres courants, les massacres, et puis les massacres perpétrés par le FLN, la violence, plus que la violence même. Bien sûr, la très grande violence du FLN. C'était même des horreurs pratiques par le FLN. J'ai vu le documentaire sur les harkis sur France 3 de mardi soir, qui était formidable d'ailleurs au passage. Oui, je vous ai interrompu. Oui, alors il y a d'un côté cette vérité officielle monolithique. Oui. Il y a un groupe qui a mené la lutte d'un bout à l'autre, où nous avions 100% raison, etc. Et du côté français, vous avez non pas une amnésie, comme on le dit trop souvent, mais vous avez une tendance bien française à réinventer l'eau chaude tous les 10 ou 15 ans. Donc, tous les 10 ou 15 ans, exemple, la torture. On dit, mais la torture, c'est incroyable, on découvre, à l'occasion de l'affaire Ossarès, on découvre qu'il y a de la torture. Mais en 1972, le général Massu écrivait un livre, de son point de vue bien sûr, La vraie bataille d'Alger, dans lequel il expliquait, il admettait que les parachutistes avaient torturé pour gagner cette bataille d'Alger. Donc je crois que le travers français, c'est que tous les 10 ans, tous les 15 ans, ça dépend, enfin, mais c'est de cet ordre-là, il y a quelqu'un qui dit, mais on n'a jamais parlé de ceci ou de cela, alors qu'on en a parlé. Et que précisément le travail historique serait d'avancer dans la connaissance de telle sorte que on ne puisse plus nier tel ou tel aspect, qu'on ne puisse plus occulter tel ou tel aspect. Mais on en est encore loin, je suis d'accord. Oui, pour un historien, il est difficile de travailler sur les relations, sur l'histoire de l'Algérie et de la France, de ces relations. Difficile non, mais on se fait pas toujours bien voir, ni par les uns ni par les autres. C'est-à-dire il y a des gens qui aiment pas. Il y a des gens qui aiment pas du côté français comme du côté algérien. Vous avez des gens, vous savez que les nerfs sont à vif. Il y a eu des incidents à Marseille, des petits incidents, je crois, à l'occasion de la projection du film. De manière générale, les nerfs sont à vif et bien entendu, des gens vous facilement aux gémonies. Oui, je me souviens des députés. Il y a des députés aujourd'hui qui veulent que l'on reconnaisse le rôle positif de la colonisation. Oui, il y a ça, ce débat. C'est autre chose. C'est autre chose, oui. C'est autre chose. C'est un rapport, là. Oui, bien sûr. En l'occurrence, c'est une réponse. Je crois que c'est une réponse à la difficulté qu'on a de progresser en histoire. Et pourtant, on progresse. Pourtant, on progresse. Oui, je sais qu'il y a des stèles, des projets de musées, une fondation bientôt pour la mémoire de la guerre d'Algérie, voulue par le président de la République. Vous êtes associé, vous les historiens, vous j'imagine, non, Rémi Coffer? On devrait l'être en bonne logique. J'espère que vous allez l'être. En bonne logique, on devrait l'être. Bien. L'Algérie, est-ce qu'aujourd'hui, en Algérie, vous allez souvent en Algérie, j'imagine? J'ai pas été, non, vous n'êtes jamais allé pas récemment. J'y suis allé très souvent. Pas récemment. Est-ce qu'en Algérie, on a comme ça vraiment la population a cette vision monolithique de ce qui s'est passé? Je crois que la population... Parce qu'il y a la propagande, mais c'est pas seulement la propagande, vous avez les manuels scolaires, vous avez des choses de ce genre. Ils apprennent, les jeunes Algériens apprennent une histoire qui est une histoire vraiment monolithique. Oui. Alors, est-ce qu'ils la croient? Oui et non. Et puis par ailleurs, ils reçoivent aussi les images par les images paraboles. Ils reçoivent des images télé. Oui. Donc, ils voient bien quand même que et puis, il y a un autre monde. De manière générale, je pense que les Algériens ont des problèmes avec leur pouvoir politique, quel que soit le pouvoir politique, mais il n'y a pas toujours un grand rapport de confiance. En même temps, c'est leur et ils y tiennent. Enfin, c'est très compliqué. Cela dit, on avance quand même. Rémi Coffer, on avance, nous devenons quand même un peu plus lucides sur ce qui s'est passé. On dit les choses maintenant. Oui, bien sûr. Sur ce qui s'est passé en Algérie, sur cette guerre. Bien sûr. Il y a eu des polémiques sur ces séquences du début du film, sur ces tifs. Je répète que je ne les trouve pas très exactes historiquement, mais cette répression a été quelque chose d'effroyable. Oui. Et le général Duval, qui commandait la division de Constantine, qui a assumé la répression, a fait un rapport prémonitoire dans lequel il a dit, l'armée a fait le sale boulot, mais si on ne fait pas de réforme, ça va reprendre dans 10 ans. Et 10 ans... C'est le 1er novembre 54, c'est le début de la... Vous qui êtes historien, qu'est-ce qui a fait changer De Gaulle? De Gaulle a changé du tout au tout de sa vision sur l'Algérie. Oui. Mais en quelques semaines.
Pas forcément en quelques semaines. Je crois que De Gaulle... Qu'est-ce qu'il a fait changer? De Gaulle était extrêmement pragmatique et il n'est pas arrivé avec une idée préconçue. Oui. Mais il avait d'autres priorités qui étaient de reconstruire la puissance française, de mettre en place un système institutionnel, bâtir la force de frappe, redonner ce qu'il appelait son rang à la France. C'était ses priorités. Et assez vite, la guerre d'Algérie lui a paru comme un boulet qui l'empêchait justement de s'attaquer suffisamment à ces problèmes. Donc, il s'est acheminé peu à peu vers d'abord une solution d'indépendance avec une troisième force, etc. Ça n'a pas fonctionné. Oui. Et donc, il est allé par la suite vers des négociations directes avec le FLN. Mais De Gaulle a toujours considéré que c'était un boulet qu'il fallait résoudre dans le mieux des intérêts de la France, mais ça l'embêtait quand même, cette guerre. Ça l'empêchait, selon lui, d'atteindre ses objectifs. Est-ce que vous, historien, vous dites la France a perdu la guerre en Algérie? Alors... Vous savez, ça c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on va vers des questions d'amour propre. Je dis aussi, les Algériens ont aussi perdu cette guerre dans la mesure où elle s'est déroulée essentiellement sur leur sol. Je ne parle pas de ce qui s'est passé en France. Et que, évidemment, quand la guerre se déroule sur votre sol, on en sait quelque chose. Nous, on a eu une guerre sur notre sol assez récemment aussi. Vous êtes aussi les perdants d'une certaine manière. Les ruines, les destructions, c'est chez vous que ça se fait. Et qu'ont fait les Algériens de la paix? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Oui, mais ça ne préjuge pas du droit qu'ils avaient d'être indépendants. Et ça ne préjuge pas du droit qu'ils avaient d'être indépendants. Effectivement. Rémi Coffeur, merci d'être venu nous voir. Vous préparez un nouveau livre Oui, mais pas sur l'Algérie. Pas sur l'Algérie. Bon, très bien. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Il est 8h56, vous êtes sur BFM TV sur RMC.